Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et cette semaine, on reçoit un joueur du RWDM, Alexis Dessart. Salut Alexis. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et pour nous accompagner cette semaine, Son Borsellino, consultant Eleven DAZN, entre autres, tout ça quoi. Comment ça va Séverine? Très bien, et toi? Tout va bien, j'irais mieux si... On remercie d'Alexis d'être là. J'irais mieux si Julien, qui nous avait promis d'être là, était là. Mais, tu commences direct comme ça. Il faut régler les comptes, mais en public. Ouais, t'as raison. Le linge sale se lave en public. On dit les choses ici en tout cas. Mais Alexis, merci beaucoup d'être là. On sait que tu es blessé actuellement. D'ailleurs, comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va. Premiers examens n'étaient pas ouf, mais bon, ça évolue bien. Je repasse un scanner cette semaine, donc pour voir un peu l'évolution. Et bon, des échos que j'ai pour le moment, c'est positif, donc j'espère que l'IRM va dire la même chose. J'ai entendu que c'était une déchirure de 17 cm. C'est possible? Bah apparemment, je savais pas non plus, j'avais autant de muscles dans ma cuisse, mais apparemment ouais, 17 cm, donc on va voir cette semaine les résultats. C'est ta première grosse blessure comme ça? Musculaire, ouais. Sinon, je m'étais déjà cassé la cheville à l'époque d'Anvers. J'avais aussi fait 3 gros mois de revalidation, donc voilà, je sais ce qui m'attend, mais moi, je suis bien entouré, que ce soit au club ou en dehors, donc ça me fait pas trop peur et bon, je sais que je reviendrai à mon niveau. Et comment tu vis cette situation, qui est un peu nouvelle aussi, de savoir que tu vas revenir dans 3 mois, voire plus ou moins, ça dépend un petit peu? Ouais, bah, c'était pas évident au début parce que je m'attendais pas à un verdict aussi long pour ce genre de blessure-là. C'est la première fois que j'avais ça, donc j'étais un peu surpris la première fois qu'on m'a dit ouais, ce sera 3 mois. Mais bon, pour le moment, ça a l'air de bien évoluer, donc on touche du bois et j'espère juste que ce sera pas aussi long que ça. Et en tout cas, je vais travailler pour. Hein. Et mentalement? Ouais, mentalement, ça va. Ça a été les 2-3 premiers jours un petit peu dur à accepter. Il y a aussi une hésitation à savoir s'il fallait opérer ou pas. Donc c'était aller chercher les avis à gauche, à droite. Donc cette période-là, c'était pas évident parce que j'étais un peu dans l'inconnu. Mais moi, tous les spécialistes que j'ai vus sont sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas besoin d'opération. Donc on peut commencer la revalidation et ça, c'est la bonne chose. Et il y a toujours quelque chose de particulier un petit peu quand on se blesse. Et en plus, l'équipe va plutôt bien en ce moment. C'est qu'à la fois, tu as envie que ça se passe bien pour les copains. Et à la fois, les gens ne comprennent pas toujours que de manière assez égoïste, tu as envie que ça se passe bien avec toi. Ouais, on est sur une bonne lancée. Le club fait les résultats qu'il faut faire. Tout le monde attendait pas à ce qu'on commence aussi bien la saison, mais je pense que les résultats sont bons et j'étais aussi, je faisais partie de ces résultats-là. Maintenant, je suis à fond derrière l'équipe et quoi qu'il arrive, ce sera toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de regarder depuis les tribunes les matchs ou même depuis la maison. On a envie de faire plus, même la revalidation, on est un petit peu à l'écart du groupe, donc c'est pas une situation idéale, mais voilà, comme je l'ai encore dit, je vais tout faire pour que ce soit le plus court possible et que cette situation dure le moins longtemps possible. Surtout que Shuto Abe, il saisit bien sa chance là pour l'instant. Ouais, non, c'est un bon joueur. Dès qu'il est arrivé, on a vu qu'il avait des qualités. Sur les premiers entraînements, on s'est tous dit que c'était une bonne recrue. Puis il a eu quelques semaines un petit peu plus difficiles avec le changement de coach, avec le temps d'adaptation aussi en Belgique. Et puis là, qu'il puisse jouer entre guillemets sans trop de pression, sachant qu'il n'y a pas énormément de joueurs derrière pour pousser, c'est bien pour lui parce que ça va lui faire du bien pour son intégration. Et puis il est performant, donc c'est chouette aussi pour lui. Et comment tu vis cette concurrence? Là, la concurrence, il y en a pas vraiment vu qu'il ne peut pas jouer, mais... ouais, c'est le foot, hein. On sait que c'est comme ça, que le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc c'est comme ça. Mais non, je suis content pour lui parce que c'est un gars bien et c'était pas évident pour lui avec la barrière de la langue quand même au début. On sait que les joueurs japonais ont souvent un petit temps d'adaptation et cette période-ci, ça va lui permettre de s'adapter plus vite et puis ouais, j'espère que quand je vais revenir, ce sera de la bonne concurrence et c'est bon pour tout le monde. On parlait du début de saison du RWDM, c'est 7 matchs, il y a 2 défaites, 3 victoires, 2 partages. Tu disais que personne ne s'attendait à ça, mais est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous y attendiez? On savait qu'on avait un calendrier difficile quand même. Gagne premier match à Bruges, 3e match, et puis même Malines, Louvain, c'est jamais des matchs faciles. Donc
on savait que ça allait être difficile, que surtout au début de saison, l'équipe n'était pas encore bien formée, le noyau n'était pas complet, donc on s'est posé pas mal de questions, mais tous ceux qui étaient là, on se connaissait bien, on a quand même fait une grosse partie de la saison ensemble l'année passée, on connaissait nos forces, et puis finalement, on a eu 2 grosses défaites quand même, il faut le dire, qui ont fait mal, mais sinon les matchs où on devait prendre des points contre les adversaires qui nous conviennent, qui sont à notre portée, on l'a fait, donc c'est un début de saison réussi et je pense que pour tout le club ça a été un soulagement aussi de commencer de cette manière-là parce que on peut voir un peu plus loin, un petit peu plus sereinement quand même et donc c'est positif pour tout le club en général, surtout avec le système cette année où il y a les play-down là à 4. Exactement. On sait que ça va être compliqué, que ça va être de la bagarre pour tout le monde très longtemps dans la saison. Et quand là, on voit qu'il y a certains clubs qui ont des débuts de saison très difficiles quand même, on regarde derrière et on se dit, nous, on est content de prendre les 11 points déjà. Ça, vous êtes 9e au classement au final. Ouais, on fait un très bon début de saison. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça des places plus haut, même si ce n'est pas spécialement l'objectif du club. Mais au plus vite, on peut prendre des points et le moins possible regarder derrière. Au mieux, ce sera pour tout le monde. Et niveau sérénité dans le club, je pense que c'est positif. Les observateurs, ils n'étaient déjà pas très positifs par rapport à l'équipe en début de saison. Vous avez déjoué les pronostics, mais ce qui était encore plus compliqué finalement, c'est qu'il y a eu le changement aussi de direction et de coach. Vous faites une prépa et vous en faites une deuxième finalement avec Cassapa. Ouais, ça a été un été mouvementé, je pense que c'est le moins qu'on l'on puisse dire. Déjà ce qui s'est passé avec l'ancien président Dailly, où nous, les joueurs, on n'a pas été trop mis au courant, on était en vacances, on ne savait pas trop ce qui se passait, donc il y a déjà une part d'interrogation. Et puis ouais, ce qui s'est passé avec le coach Evrard une semaine avant le début de la saison, où le niveau timing, personne s'y attendait. Je pense que même le coach en lui-même, il savait au début de saison qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mais comment ça se fait qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Je pense que ça remonte à plus longtemps à une partie de la saison passée où je pense qu'il a eu l'un ou l'autre différent avec le président Textor. Et on connaît les Américains, quand il se passe quelque chose, ils n'oublient pas. Et puis c'est lui qui a le pouvoir aussi, donc je pense qu'il a voulu placer ses hommes aussi. Et ce qui est entre guillemets normal quand on achète un club, qu'on est majoritaire au niveau départ, on a envie que ce soit ces hommes à soi qui dirigent le club. Donc voilà, mais pour en revenir à Vincent Evrard, il savait qu'il était menacé, mais je pense qu'au milieu de la prépa, il a fait le switch en se disant je suis là, on va s'y mettre. Et puis au moment où vraiment plus personne s'y attendait, la sentence est tombée et ça a été compliqué à accepter au début pour tout le monde, pour tout le groupe qui était là. Et puis finalement, Cassapa, il est arrivé comme avec la même image que ce qu'il a pour le moment, c'est-à-dire très calme, très positif. Il a parlé beaucoup avec les joueurs, avec tout le monde. Et même lui se rendait compte aussi que la situation n'était pas évidente et qu'il se mettait à notre place, il a été à notre place. Et donc il a été très serein, très calme, et on voit petit à petit que ça apporte ses fruits parce que ce qu'il arrive à mettre en place pour le moment, c'est très bien. Et comment vous l'avez vécu ? Parce que tu disais que ça a quand même été un coup dur aussi, même pour vous, les joueurs. Vous en parliez entre vous dans le vestiaire. Comment ça s'est passé avant l'arrivée de Claudio ? Ça s'est fait tellement vite qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler, parce que je pense que il y a eu l'annonce du licenciement de Evrard 5 jours avant le début de la... Ouais, le lundi matin, ou le dimanche soir, et le lundi après-midi, Claudio Cassapa était déjà là et devant nous avec son staff. Donc on n'a pas vraiment eu de temps, entre guillemets, pour faire un deuil. C'est ça. Mais tout s'est enchaîné très vite et je pense qu'au final, c'est pas une mauvaise chose. Et c'est quoi la méthode Cassapa ? Alors, parce que il y a un licenciement, il y a Thierry Dailly, il y a Vincent Evrard, et directement, vous avez le 4-0 à Genk, mais vous continuez plutôt bien, vous commencez bien ce début de saison. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parvenu à directement embrayer comme ça ? Moi, je pense que c'est vraiment ça, son tempérament, où il est resté très calme et très lucide par rapport à la situation, où il s'est mis à notre place, il a été joueur, donc il sait ce qui se passe dans la tête des joueurs quand il y a
des moments comme ça. Et malgré la défaite, le 4-0 contre Genk, il s'est pas affolé, il est resté calme, il a mis en place ses principes de jeu, ce qu'il attendait des joueurs. Et puis on a enchaîné avec une victoire à Louvain, donc ça a fait énormément de bien, il me semble. Et puis ça permet d'enchaîner sur des bases un peu plus sereines. Tu parlais de principes de jeu et de la carrière de coach Cassapa. On sait tous que voilà, il a connu les années du Grand Lyon, il a joué la Ligue des Champions, il a joué avec un très beau Brésil. Mais du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui a connu, je sais pas, la lutte pour le maintien, la promotion dans une première division, etc. Et du coup, tu évoquais ces principes du jeu. Est-ce que, je doute pas une seule seconde soit compatible, mais est-ce que pour lui, c'était facile de passer de finalement quelqu'un qui a connu uniquement des grandes équipes à d'abord, je vais devoir être un peu pragmatique, prendre des points et peut-être après mettre quelque chose de plus en place? Oui, je pense qu'il s'en est rendu compte aussi quand on a joué contre Genk et qu'on a pris 4. Je pense qu'il a une idée du football très offensive et très, très portée vers l'avant, mais il s'est rendu compte que le championnat belge aussi est compliqué, qu'on n'avait pas spécialement les armes pour jouer du raw football et de jouer très haut sur le terrain avec énormément de possession, etc. Donc, oui, il s'est rendu compte de ça. Il met des principes défensifs en place parce que je pense que c'est sur ça qu'il faut baser pour obtenir des résultats, mais il est aussi très exigeant au niveau en possession du ballon, où il demande plus que ce qu'on a montré pour le moment sur le terrain, où il essaye vraiment, il veut vraiment qu'on reparte de derrière, qu'on construise le jeu, qu'on ait plus de possession, et il insiste beaucoup là-dessus pour le moment. Alors ouais, ok, c'est important de prendre des points, de bien défendre, mais je pense qu'il en veut plus, et au fur et à mesure de la saison, si on continue à prendre des points comme on le fait, je pense qu'il va pouvoir plus insister là-dessus encore. Du coup, est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici, le symbole de votre début de saison, c'est un peu ce match face à l'Antwerp, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une solidité défensive irréprochable, même de la part des attaquants. On a vu Gay et Biron faire un super boulot, et à la fois où il était un petit peu frustré, il l'a dit notamment à la pause, de l'utilisation du ballon, notamment en première période, où moi aussi, je pense que vous auriez pu faire mieux. Ouais, c'est clairement ça. Je pense que c'est... Ouais, tu as résumé parfaitement ce qu'il demande. S'appuyer sur une bonne défense pour obtenir des résultats, mais essayer de proposer plus que ce qu'on a fait pour le moment en possession de balle, parce que quand on regarde quand même le noyau qu'on a maintenant, les niveaux offensifs, je pense que on peut faire beaucoup mieux et on va le faire petit à petit. Je pense que ça prend du temps aussi. Il n'a pas eu de prépa, il n'a pas eu énormément de temps pour travailler. Il était directement dans le vif du sujet avec 3 jours après son arrivée, 4 jours, un premier match de championnat. Donc ça prend du temps, mais je pense que ce qu'il demande, c'est du football positif. Est-ce que ton rôle à toi a évolué par rapport à la saison passée? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été différentes? Pas spécialement, dans le sens où pour le moment on jouait plus ou moins le même système, où j'avais Pierre Domo à côté de moi qui était plus défensif un peu que moi, donc j'avais aussi ce rôle un peu de box-to-box où je dois défendre et puis quand on attaque, essayer d'amener du danger aussi. Et c'est un rôle qui me convient et que j'apprécie, donc pas tellement. Je pense que c'est plus en dehors du terrain où coach Cassapa on demande encore plus aux quelques joueurs expérimentés du noyau, là où Vincent Evrard a beaucoup de contrôle lui-même et aimait bien contrôler plus. Ici, il laisse beaucoup plus le mot aux joueurs et il en demande plus au groupe de cadres. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie aussi et que je fais aussi un peu naturellement. Donc c'est plus en dehors du terrain, je veux dire, qu'il en demande plus. Mais on m'a aussi parlé de la personnalité des deux coachs. Vincent Evrard qui cloisonnait un peu tout. Tu parlais de contrôle et coach Cassapa qui est beaucoup plus ouvert, plus en liberté, qui laisse... Qu'est-ce que tu préfères? Il y a un truc que tu préfères ou tu prends les deux et tu prends ce qu'il y a à apprendre? Non, moi j'aime bien les deux. Bon, pas dans les extrêmes évidemment, mais moi je pense que même le coach Evrard sur la fin où il s'est un peu plus laisser aller que les échos que j'avais avant que j'arrive. Vraiment, la saison passée, il y avait ce contrôle, mais en nous laissant quand même notre petite part de liberté, etc. Et il n'y a pas vraiment
un que je préfère. J'ai connu les deux aussi déjà avant et moi, les deux me conviennent. Il y a, chaque semaine, on demande aux abonnés de poser des questions, les abonnés Eleven DAZN sur le compte X de Eleven DAZN. Là, il y a une des questions qui demandait quelle est la différence entre la Challenger Pro League et la Pro League, les vraies grosses différences. Toi qui as connu déjà, en plus avec l'Antwerp, Saint-Tron, la Jupiler Pro League et là, la Challenger Pro League avec RWDM. C'est au niveau de la qualité des joueurs, surtout, ou avec l'équipe qu'on avait, je veux dire, on avait passé en Challenger Pro League, on dominait assez facilement. Facilement, on se comprend, mais on dominait quand même pas mal d'équipes que ici on voit que tout va plus vite au niveau de la justesse technique aussi, c'est différent au niveau de l'intensité des courses. Je pense qu'après le premier match, le préparateur physique qui était l'année passée est venu nous dire c'est le meilleur stade physique que j'ai vu depuis que je suis à Molenbeek. Donc ouais, forcément il y a tout ça qui rentre en jeu et puis vu que ça va plus vite, il faut plus de concentration, faire moins d'erreurs techniques et c'est surtout à ce niveau-là que ça se joue et puis ouais, c'est la qualité pure des joueurs, donc niveau efficacité aussi c'est complètement différent. On l'a vu contre Genk à Bruges. Exactement. Si on les laisse une demi-seconde dans le rectangle, c'est caisse, donc la différence est là aussi. Dans le staff, il y a également quelqu'un qui connaît très bien le club, Igor de Camargo. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien? Il apporte sa connaissance du championnat au staff. Tout le staff est quand même vient de Lyon presque, ou du Brésil. Donc il apporte ça, et puis au niveau avec les joueurs aussi, où il y a encore pas mal avec qui il a joué il y a 2 ans qui sont encore au club, donc c'est surtout ça, c'est vraiment ce rôle de troisième coach, où il fait un peu le relais entre le groupe et le staff. Tu disais que vous n'étiez pas vraiment fixé d'objectif. C'est vrai ça? Genre aucun objectif n'était fixé si, l'objectif c'est le maintien, clairement. En tant que promu, il faut rester réaliste et c'est la première chose à faire. Maintenant, au plus ça va avancer, si on continue à prendre des points, au plus l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Donc, on se fixe pas de limite, mais c'est sûr que c'est d'abord le maintien et puis après on verra. Mais souvent, ce qu'on dit quand on monte de division, il y a un peu comme une lune de miel, quoi. Tout va très bien, etc. Il y a une dynamique assez positive. Vous êtes un peu là-dessus. Le but est de la faire durer longtemps. Quand on voit l'Union, par exemple, voilà, c'est le but de faire. C'est vrai, il y a cet élan-là, surtout aussi dans les tribunes où les supporters sont toujours derrière nous, même quand on a eu les matchs compliqués contre Genk et Bruges. Ils ont été irréprochables, ils ont continué à nous soutenir et ça fait du bien aussi parce que si on regarde quand même au niveau du noyau, il y a eu pas mal de changements, donc cette dynamique elle a été pas pour tout le monde, je vais dire, mais c'est sûr que ceux qui sont restés, c'était quand même les cadres de l'année passée et ça aide à ce niveau-là. Vous jouez face à l'Union, c'est un derby. En quoi ce match est spécial? C'est un derby, donc pour les supporters, c'est un match important. 2 clubs de Bruxelles, ça fait je pense 70 ou 60 ans qu'il n'a plus eu lieu, donc on se doute qu'il y aura de la ferveur des 2 côtés, j'espère, même si l'horaire n'est pas fou. Ok, catastrophique, c'est 18h30, c'est ça demain? Non, ça va pas du tout. Pour le coach et pour vous, c'est peut-être un match aussi plus compliqué en delà du fait que c'est un derby à préparer, parce que tactiquement ça peut être plus compliqué que contre l'Antwerp, dans le sens où ils s'en moquent un petit peu de pas avoir le ballon. Sur certains, on l'a vu contre le Cercle notamment, donc si vous les attendez bas, il y aura peut-être pas grand chose. Là, c'est un autre match. C'est un autre adversaire, donc va falloir aussi s'adapter, jouer plus avec nos armes peut-être, essayer de développer justement ce football que le coach Cassapa veut développer. Et de nouveau, pour nous, c'est un bon test. C'est une équipe qui, sur les 2 dernières années, je pense, a pris le plus de points ou pas loin en Pro League. Donc, ce sera un bon test pour nous. Avec cette petite énergie de derby en plus, je pense que ça peut être positif pour nous. Et comme d'habitude, quand on joue à la maison devant les supporters, on n'a qu'une envie, c'est de prendre les points. Donc ce sera un match qu'il faut gagner. Tu sens que l'engouement est différent pour ce match? Oui, clairement. Ne serait-ce que les demandes au niveau des places, il y a beaucoup plus. J'ai reçu pas mal de messages d'amis, même pas spécialement de Bruxelles, mais qui ont envie de venir voir ce match. Donc ce sera chouette à voir.
Bon, depuis les tribunes pour moi, mais Oui. j'espère que pour le retour, j'y serai. Et au niveau des joueurs, tu sens aussi que c'est différent? Vous en parlez? Ouais, on en parle et forcément, les plus anciens ou les Belges qui connaissent un peu, on explique aussi aux étrangers, Ah oui, j'avoue, et cette aux donnée-là. Brésiliens, Au coach aussi, etc. Oui, Ouais, au j'avoue. coach, Igor est là pour Ouais. le dire, mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut C'est expliquer, vrai, qu'il ça. faut développer pour les joueurs qui connaîtraient peut-être pas spécialement. Donc ouais, c'est important aussi d'en parler dans le vestiaire. Et comment le RWDM pourra un petit peu ennuyer l'Union Saint-Gilloise, à ton avis? Moi, je vais pas donner tout. Mais pas tout, mais donne-nous des petits... Non, je pense que... Ce que je veux dire, c'est même sur les principes de jeu, Ouais, etc. tu vois. je pense qu'offensivement, on a quand même du poids avec Biron, avec Gay, Xavier derrière qui peut donner des bons ballons. Donc, ouais, je vais pas trop développer, mais je pense que ils le savent aussi qu'ils doivent se méfier de ces joueurs-là. Même s'il est sur sa lancée du match contre l'Antwerp, un joueur comme Monsoni pourrait faire du mal aussi dans Ouais, non, il est très bien occupé. On a perdu Zach, elle lui a dit. S'était demandé un peu comment on allait récupérer ça, mais le club a été efficace. Ils ont pris Marsoni directement derrière. Et je pense que sur les 2 ou 3 premiers matchs qu'il joue, il n'y a rien à dire. Il apporte énormément aussi, que ce soit offensivement, défensivement. Et on connaît le système de l'Union aussi, où ce sera piston contre piston. Donc ce sera aussi un beau test pour lui et l'occasion de marquer le coup. Après, objectivement, on va pas se mentir, s'il y a du gros pressing de l'Union, ça peut jouer long sur McTargay et jouer un peu les seconds ballons aussi. Ouais, bien sûr. Avec l'effectif qu'on a maintenant, on peut s'adapter et jouer un peu sur différentes armes et d'avoir un duo d'attaquants Gay-Biron, je pense que c'est quand même quelque chose que pas mal de clubs nous envient, donc on doit jouer là-dessus et ouais, c'est peut-être l'occasion de faire croire qu'on va jouer long et jouer court ou l'inverse. Ouais, au bluff, là, j'adore. Mais là, vous avez quand même plusieurs gros morceaux qui s'enchaînent. Dimanche, il y a la Gantoise, club que tu connais bien parce que ton frère y joue. Voilà, un petit peu. Ça fait quoi de jouer face au club de son frère? Est-ce qu'en famille, vous en avez discuté? C'est le match que la famille coche directement dans le calendrier. Donc, ouais, c'est toujours spécial de jouer contre Julien. Je me rappellerai toujours la première fois avec Saint-Tron, c'était à Zult. Et on se voit avant le match dans le couloir, il me dit quoi, tu joues quel côté? Je dis je joue à droite. Ok, ça va, je vais à droite aussi, comme ça on se croise pas. Donc voilà, c'est toujours un peu spécial aussi pour les parents dans la tribune. C'est toujours un match. Ils sont un petit peu plus stressés que d'habitude, mais bon, on commence à s'y habituer et maintenant ça devient plus agréable. Par rapport à ce que je lui dis, il y a plus de volonté de s'éviter que de se friter. Parce que ça dépend des frangins. C'est vrai. C'est pas toujours la même chose. Ça, c'était la première fois, il avait ce rôle un peu de grand frère où il avait un peu peur, mais maintenant on l'a fait peut-être une dizaine de fois, je crois, donc c'est différent. Et, c'est pas un adversaire comme un autre, mais presque. Hein. J'étais à Gand-Bruges, il y avait ton père qui était là. Il vient souvent, quasiment à tous les matchs, il vient tout le temps me voir. Ouais, papa, maman, tous les matchs, ils sont là. C'est génial. Des 2 côtés. Il vous fait un petit feedback, votre père? On peut pas le rater. Sans blague. J'avais vu, il parlait avec ton frère, Julien. Ouais, non, après chaque match, on a droit au petit débriefing avec papa, mais on le connaît très bien et on sait que son avis est toujours pertinent, donc on l'écoute toujours, même si en grandissant, des fois on lui dit parfois c'est 4 petites vérités aussi et que parfois on n'en a pas besoin, mais maintenant c'est sûr que ce soit papa et maman, ils sont toujours là, donc dans les tribunes c'est toujours le petit regard avant le match et puis après le match c'est l'occasion de se voir aussi. Je me souviens, on l'avait vu dans un rôle aussi un peu différent de celui qu'on le connaît, dans le rôle du papy, un petit peu ému quand il y avait ses petits-enfants sur le terrain aussi. Ouais, en vieillissant, il devient un peu émotif. Mais non, c'est sûr qu'ils sont heureux avec les 2 petits de Julien et quand ils peuvent s'en occuper, c'est toujours avec grand plaisir et ils prennent beaucoup de plaisir à le faire. Ça fait quoi de partager sa passion comme ça et son métier avec son frère, son père? Ça doit être super spécial en fait. Ouais, après ça a toujours été naturel chez nous, que ce soit quand on était tout petit où on accompagnait papa aux entraînements de l'équipe nationale Espoir, ou c'est la génération dorée, on va dire, que nous on connaît depuis qu'on est tout petit, qu'on a vu grandir. Et au final, on avait 6-7 ans et on tapait le ballon pendant leur entraînement, donc
ça s'est fait naturellement. Et puis ouais, papa a toujours été de bons conseils aussi, toujours très, très réfléchi, prendre le recul quand il fallait, parce que c'était pas toujours évident, notamment les périodes au Standard où c'était pas évident que ce soit pour lui ou pour nous, mais il a toujours le recul nécessaire et puis il y a toujours maman aussi à la maison pour remettre l'église au milieu du village, donc ouais, on a été bien entourés. Tu nous fais une magnifique passe D, j'allais justement parler du Standard. Donc, évidemment, sans doute. On peut pas le rater. Voilà, on peut pas le rater. Tu as été formé au Standard, tu es arrivé là-bas à 10 ans, ouais. C'est très jeune. Tu as fait une apparition en pro, et puis tu as été poussé vers la sortie, on peut le dire. Comment tu as vécu cette situation ? Comment ça s'est passé ? Explique-nous un peu. Ouais, déjà, les années de formation, je pense au Standard, on ne pouvait pas être mieux entouré. Moi, quand on voit quand même tous ceux qui sont passés par là, on a reçu une formation de qualité, donc ne serait-ce que vis-à-vis de ça, je serais toujours reconnaissant par rapport au Standard. Après, ce qui s'est passé en équipe première, j'ai signé mon contrat pro à l'époque où il y a eu le changement de président entre Duchâtelet et Venanzi. Et ça a été un peu le début, je veux dire, d'une période un peu difficile au Standard, pas mal d'instabilité. Et comme souvent, quand c'est comme ça, c'est les jeunes qui en font les frais. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était Mousseline, l'entraîneur, quand je suis rentré, que j'ai remplacé Julien pour ma seule apparition. Et puis ouais, il a démissionné, je pense, ou il a été mis dehors à cette époque-là. Et il y a un nouvel entraîneur qui arrive et il faut faire un tri dans le maillot. Et les 5-6 jeunes qui étaient là, on s'est retrouvés en équipe réserve. Donc à partir de ce moment-là, moi j'avais 18 ans, je venais de signer mon contrat pro. C'était pas le plan initial de me retrouver, de faire l'ascenseur, on va dire. Et au mois de janvier, il y a eu l'opportunité Saint-Tron qui s'est présentée. Et à refaire, je le refais toujours. Et comment te l'ont expliqué en fait cette mise à l'écart parce que Hugo Sica, qu'on a eu il y a 2 semaines, nous parlait que la mauvaise gestion des jeunes en fait au Standard, et ça fait totalement écho avec ce que tu viens de dire en fait. Ouais, comme souvent, c'est les jeunes, donc on se dit qu'il n'y a pas besoin d'explication, que c'est normal. Vraiment comme ça. Ouais, c'est les jeunes, il y a trop de joueurs dans le noyau, il faut faire un tri. Le coach il a besoin de 25 joueurs, on est 27, 28, c'est les 3, 4, 5 jeunes qui sautent ouais, malheureusement, il n'y a pas d'explication. Après ça, maintenant, c'était il y a 7 ans, 8 ans, je pense. Donc, j'espère que ça a changé depuis et que ça a évolué. Mais c'est compliqué. Je pense que dans beaucoup de clubs, c'est souvent comme ça, où c'est les jeunes qui font les frais de la mauvaise gestion de la direction, des dirigeants. Et ça ne devrait pas être le cas, mais c'est souvent comme ça. Mais comment tu vis ça à 18 ans ? Enfin, tu es tout jeune, tu connais à peine le monde professionnel. Ouais, c'est un coup dur, clairement, surtout quand je pense que je signe mon premier contrat pro au mois de juin et fin août, c'est déjà fini, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. Non, ouais, c'est compliqué maintenant. Quand on veut faire ce métier-là, on sait qu'on va passer par des moments difficiles. Et bon, là, à 18 ans, directement, c'est un beau coup derrière la tête. Donc, ça n'a pas été une période facile, mais bon, de nouveau, on était bien entourés. Après, au Standard, chez les jeunes, où c'était Patrick Van Ketz, le coach à l'époque, et donc avec qui j'avais une bonne relation, et voilà, qui a su trouver les mots aussi quand il le fallait, et puis ouais, relever la tête, il n'y a que ça à faire. Malgré les mots qu'on te dit et le fait que tu sois bien entouré, tu l'as déjà dit, il y a une partie de toi à ce moment-là qui te dit que tu vas pas y arriver ou que tu vas avoir une autre vie, ou tu es juste la tête dans le guidon, tu te dis bon, j'essaye à Saint-Tron et on voit ce qui se passe. Ouais, j'ai 18 ans, je suis quand même en équipe nationale chez les jeunes, donc j'ai quand même un certain bagage derrière moi, j'ai quand même une certaine confiance aussi. Et puis quand t'es jeune, t'es un peu tête brûlée et tu te dis ouais, tant pis, j'y vais. Et puis c'est ce que j'ai fait, parce que moi à Saint-Tron, j'arrive, les 6 premiers mois, ça se passe relativement bien aussi, où voilà, ça se passe bien. Puis j'ai une saison où c'est, je pense, l'écho qui arrive, et le club est aussi dans une situation pas évidente, donc c'est pas facile de lancer les jeunes. Et finalement, je travaille toute la saison et je reçois ma chance pendant les playoffs 2, où je fais des bons playoffs. Et puis la saison d'après, j'ai commencé titulaire et j'ai plus jamais lâché cette place-là. Donc ouais, on sait bien aussi que quand on se lance là-dedans à 18 ans, qu'on prend la décision d'arrêter ses études, de se dire je fais tout pour devenir joueur professionnel,
comme tu dis, on se met la tête dans le guidon et on regarde pas trop ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais ouais, je connais pas mal de joueurs à qui c'est arrivé la même chose et qui ont un peu eu la chance de continuer comme moi. Et ça n'a pas été évident pour eux de trouver leur voie après aussi. Est-ce que tu regardes un peu la situation du Standard actuellement? Tu regardes encore les matchs ou tu suis? Bon, de loin, mais en tant que Liégeois, forcément formé au Standard, on garde un œil là-dessus. Et bon, je pense que même si on n'est pas supporter du Standard, c'est pas réjouissant de voir le Standard dans cette situation-là. Mais voilà, c'est plus mon problème d'un côté. Une des questions des abonnés, c'était est-ce que tu pourrais retourner au Standard? Bah, ouais, c'est toujours possible. Dans le foot, ouais, c'est une question d'opportunité, de moment, de timing. Mais ouais, c'est sûr que j'ai quand même passé 10 ans chez les jeunes. J'ai passé pas mal de matchs en tribune. J'ai quand même vécu les beaux moments, les titres, la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Et quand on vit ça, ben, on reste attaché à ce club-là. Et puis, ouais, tous mes potes à Liège sont tous supporters du Standard quand même. Donc, aussi pour eux, ce serait pas mal. Tu as parlé de Saint-Tron, puis après Saint-Tron, tu étais à l'Antwerp. Ouais. C'était pas toujours facile comme expérience. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de l'Antwerp? Bon, c'était une expérience positive. Pour moi, c'est la première fois que je partais de la maison, de Liège. Ah oui, j'avoue. Donc ouais, à ce moment-là, on grandit aussi. Je me retrouve à emménager avec ma copine qui est devenue ma femme depuis. Donc ouais, c'est une étape dans la vie quand tu quittes le petit cocon familial. Mais ouais, non, ça s'est bien passé. La première saison, pour moi, c'était le rêve qui se réalisait. J'arrive dans un club en train de grandir, mais déjà à un très bon niveau. Je me retrouve avec des joueurs dans le vestiaire, Mbokani, Mirallas, Defour, des gens quand j'étais petit et je regardais avec des yeux comme ça. Donc, même Faris, que je connaissais aussi de l'équipe nationale espoir parce que papa l'entraînait. Donc, c'était spécial de me retrouver dans le vestiaire avec des joueurs que j'ai connus en tant que coaché par mon papa. Mais ouais, puis on a commencé, c'est jouer des matchs de Coupe d'Europe, c'est vivre le rêve, quoi. Et puis il y a eu le Covid qui a cassé un peu cette saison-là. Ouais. Mais ouais, non, c'est sûr que pour moi, c'était une magnifique expérience. T'es un garçon assez tranquille et simple. Comment on fait quand on arrive dans un vestiaire comme ça? Parce que tu as cité des noms. Ouais, on reste soi-même. Je pense que j'ai juste été moi-même et ça a directement matché avec tout le monde. Je suis pas quelqu'un de difficile, je m'entends facilement avec les gens. Je suis pas un gars qui va aller créer des problèmes où il en faut pas. Donc au début, on se fait tout petit. Et puis observe un peu. Ouais, c'est ça, on observe. Et puis au final, c'est sur le terrain qu'on parle. Et quand ça se passe bien sur le terrain, c'est toujours plus facile en dehors du terrain. Donc ouais, je pense que c'est surtout sur le terrain où tu fais tes preuves. Et puis après, on voit que t'es pas un difficile, donc ça se passe bien. Et puis après le Covid, il s'est passé quoi à l'Antwerp? Et puis après le Covid, c'était Bologna l'entraîneur avant, c'est Lecco qui arrive. La préparation se passe bien. Je le connaissais bien aussi de Saint-Tron avec qui ça s'était bien passé. Et puis, ouais, dernière semaine de prépa, je me blesse à la cheville. Où là, j'en ai pour 3-4 mois. Et puis le temps que je me remette, je rejoue un match ou l'autre. Et puis c'est la trêve et là, Lecco s'en va aux États-Unis? En Chine. En Chine, ouais. En Chine, c'est Verkotteren qui arrive, ça se passe pas bien. Voilà, comme ça peut arriver. Oui. Ça matche pas. Ça matche pas et je passe 6 mois à m'entraîner et finalement je reçois 2 matchs de play-off sur la fin de saison où là on t'envoie un peu dans la fosse au loup et finalement je m'en sors, je fais 2 bons matchs et puis Verkotteren part aussi. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive et là c'est Prisk. Mais là, ça se passe relativement bien, la préparation aussi. Maintenant, j'étais dans ces plans, mais sans être titulaire, et je sortais d'une saison sans jouer. Et je prends la décision de partir en prêt à Louvain parce que c'est le coach Price qui est là, que je connaissais de Saint-Tron, et qui me voulait déjà au mois de janvier avant, et il est revenu à la charge au mois de juillet. Donc je me dis, si je ne vais pas jouer à Anvers, autant aller faire une saison à Louvain. Et puis là, après
5 ou 6 matchs, je pense que, je sais pas, il prend une décision où là, de nouveau, je reçois très peu d'explications, où je suis à peine dans les plans, je suis sur le banc, je rentre 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, et puis voilà, même chose sans explication, donc le football. Et puis c'est le retour à Anvers, du coup, vu que c'était un prêt à Louvain. Et puis là, l'été passé, il y a quelques touches à gauche, à droite en Belgique, mais rien de concret, d'excitant. Et finalement, c'est à Molenbeek que je vais. Et c'est une décision qui a porté ses fruits. J'ai joué tous les matchs la saison passée. On a rempli l'objectif d'être champion et de revenir en D1A. Donc ouais, c'est une décision qui n'était pas facile à faire en se disant tu vas en retourne en D1B, mais quand j'ai une idée en tête, je fais tout pour que ça se réalise et l'idée c'était d'être champion et de remonter, donc c'est fait et tout se passe bien à Molenbeek, donc c'est positif. Tu parlais d'un truc hyper important, les périodes où tu n'avais pas joué à Louvain ou un peu plus longues à l'Antwerp. Les gens, ils ont souvent tendance, et je comprends pourquoi, à idéaliser, à fantasmer la vie d'un footballeur. Mm-hmm. Mais on oublie que dans une équipe de foot, dans un club de foot, il y a des joueurs qui jouent pas. Ouais. Et que c'est des moments qui sont très compliqués, où tu peux pas faire ton métier, où tu vas à l'entraînement, parfois tu n'as pas envie d'y aller, parce que tu sais que ton sort il est déjà scellé pour le week-end d'après. C'est un moment que tu as vécu comment ? Ouais, c'est pas évident. Après, c'est dur à accepter. Souvent, au début, les 2, 3, 4 premières semaines. Et puis, moi, en tout cas, personnellement, j'ai arrivé à faire le déclic à chaque fois et essayer de rester positif. Parce que même pour ceux qui jouent, au final, s'il y a un boulet dans le vestiaire sur le terrain qui n'a pas envie d'être là, c'est pas facile. Et moi, c'est mon caractère un petit peu gentil, mais je me mets à leur place aussi. Et que quand moi je joue, j'aime pas spécialement qu'il y en ait l'un ou l'autre qui soit là à tirer le groupe vers le bas. Donc ouais, c'est faire le switch et puis au final se dire que la vie d'un entraîneur, il peut très vite changer aussi et espérer que le convaincre à un moment ou avoir cette petite carotte devant son nez en se disant que à un moment je vais peut-être devoir jouer et c'est à ce moment-là que je vais être jugé. Donc voilà, c'est vraiment faire ce déclic-là, mais c'est sûr que c'est pas des périodes faciles et dans tous les clubs au monde, il y a des joueurs qui sont dans cette situation-là, donc c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Verkotteren ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. C'est deux personnalités, ça matche pas, quoi. Ouais, je sais pas si c'est la personnalité, le type de joueur. Je pense que quand il est arrivé à Anvers, il a essayé de mettre un jeu très direct en place où moi je pense qu'il cherchait avant tout des joueurs qui étaient à 1m90 et 85 ou 90 kilos. Okay. Et ça, malheureusement, je pouvais faire ce que je veux, mais ça aurait été compliqué. Donc voilà, après, c'est des choix d'entraîneur, de club. Et en tant que joueur, on a très peu à dire. Donc, à part s'adapter, travailler pour soi-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu as pris la décision d'aller en Challenger Pro League pour relever le challenge de RWDM. Tu as des ambitions. Est-ce que tu dois rester en Belgique ? Est-ce qu'il y a un autre championnat qui t'intéresse ? Ouais, non, je suis d'abord très bien à Molenbeek oui. pour le moment. Et moi, je pense que c'est le club, le projet qu'il me faut pour le moment. Mais ouais, c'est sûr que j'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai jamais goûté à l'étranger et c'est quelque chose que je pense j'ai envie de goûter. Donc, genre quoi ? Ouais, si on peut rêver, hein. Ouais, non. Bon, il y a toujours les grands championnats, évidemment, mais niveau qualité de vie, etc., je pense qu'un championnat comme la MLS, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer et auquel je suis ouvert parce que c'est quelque chose à vivre, je pense. D'aller aux États-Unis, ça peut être pas mal. Donc, non, c'est quelque chose auquel je suis ouvert maintenant, soit à l'étranger ou retrouver la Coupe d'Europe aussi. J'ai goûté avec le Anvers, les tours préliminaires. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi une fois. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'opportunité. Et
on va voir. Séverine me fait une petite passe D. J'invoque le fantôme de Julien Dessart qui m'a laissé une petite question pour toi. Il y en a 2, mais celle-ci est... Ah, donc à toi, il répond quand même. Ouais, à moi, il répond. Écoute, tu lui poseras la question du pourquoi après. Mais non, j'y pense parce qu'on parle de ça. Et il me disait qu'il t'avait jamais forcément demandé, quand vous étiez petit, de quoi tu rêvais en tant que footballeur. Ça rejoint un peu la question de Séverine. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait particulièrement rêver à cette époque-là? En fait, quand j'étais petit, c'est bizarre, mais j'avais jamais... Là où pour Julien, c'était une obsession de devenir footballeur pro, pour moi, ça l'était pas spécialement, et c'est vraiment en grandissant, en franchissant les étapes au Standard que quand c'est devenu concret, je me suis dit, ouais, j'y vais à fond, quoi, mais c'était pas une obsession pour moi d'être footballeur pro, mais petit, moi, c'est le Real qui me faisait rêver. Je me souviendrai toujours, je pense. C'était une campagne Ligue des Champions et ils étaient venus jouer à Genk. Je pense que ça devait être en 2004 ou quelque chose comme ça. Donc j'avais 6, 7, 8 ans et j'étais allé avec papa. Et depuis ce jour-là, moi, c'était le Real, quoi. Donc, c'était pas n'importe quel Real qui était là en plus. Ouais, non, c'était très bon choix. C'était l'époque des Galactiques, donc forcément, c'est facile de tomber amoureux de ça. Bien sûr. Mais ouais, pour moi, le rêve absolu, ça a toujours été le Real. Très bon choix. Merci. Vraiment, je valide. Qui sont tes amis dans le vestiaire? Ouais, je suis pas difficile, mais ouais, tous les francophones en général avec qui c'est facile, mais. Théo Defourny? Ouais, on a un beau petit groupe. Théo, Florian Lejoncourt, Jonathan Héris, Kylian qui est jamais très loin. mais même ceux qui sont arrivés récemment, Biron, Florent Sanchez, vraiment tous les Français qui sont là. Tous les francophones, on s'entend bien, mais c'est sûr qu'on a un petit groupe là, 5-6, avec qui les femmes s'entendent bien entre elles aussi. Et donc, on a déjà fait pas mal de petits restos ensemble et c'est assez chouette. J'ai demandé à Théo comment il pouvait te décrire. Il a dit que t'étais un super mec, ça se passe. Et t'es un grand chambreur. T'aimes bien chambrer. Bon, t'aimes bien avoir toujours un petit truc pour allumer un petit peu les mecs. Faut amener un petit peu d'animation dans le vestiaire, sinon on s'ennuie. Mais je suis pas le seul. Il aime bien me taquiner là-dessus, mais il est pas mal du tout non plus. Donc ouais, quand je suis arrivé, ils ont mis un classement en place des plus gros chambreurs et apparemment j'ai pris la première place. Mais t'as pris le lead. Bon, ça a vérifié quand même. Et Kylian dit que t'es accro à la muscu. Ça se voit, non? C'est évident, quand on te voit comme ça. Mais c'est vrai, ça? Il faut pas croire Kylian. Je me suis dit, c'est pas possible. Je t'ai dit, il est en train de me mentir. À ce prix-là, moi aussi, je suis accro. Mais ouais, mais c'est pas possible. On va ensemble. C'est une petite vanne, quand même. Ouais. Justement, tu n'aimes pas? Ouais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas l'endroit où on verra le plus au club. Et que t'étais droit et gentil. Et limite, il y a Miguel Macron qui a dit que t'étais limite trop propre pour le monde du foot. Ouais. T'en as un peu parlé, toi t'es un peu trop gentil. C'est l'éducation qu'on a reçue aussi, c'est le respect, et c'est vrai que dans le milieu du foot, ça a tendance à se perdre un peu, mais c'est quelque chose que je changerai jamais, et même si ça peut me desservir par moment, c'est moi, et j'ai pas envie de changer ça. Tu penses que ça t'a déjà desservi? Ouais, certainement. Notamment, comme j'ai dit, les périodes où je jouais pas spécialement, où je me remets moi-même en question et j'essaye de tirer ça de mon côté, alors que je pense qu'il y a certaines autres personnes qui seraient allées toquer à la porte, qui seraient allées s'enflammer un peu avec le coach, avec la direction, et parfois ça porte ses fruits, mais c'est pas mon tempérament, et moi je sais bien que ma femme me le reproche quelquefois de pas être un peu plus dur par rapport à ça, mais ouais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer en tout cas. Justement, tu parles de ta femme, qu'est-ce qui est important pour toi en dehors du foot? Ouais, c'est la stabilité, c'est comme je suis en train de le faire comprendre, je suis quelqu'un d'assez simple et j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre en dehors du foot, surtout que on sait que le milieu du foot, ça peut partir à gauche et à droite dans tous les sens, donc d'être stable à côté, je pense que c'est important pour moi, et ça me réussit, donc il n'y a pas de raison de changer ça. C'est quoi la deuxième question de Julien? Là, je voulais la garder pour la fin parce qu'à mon avis on peut foutre le feu à la famille, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon, la garde pour la fin. Non, tu me posais une question, je te réponds. Si c'est pour son déménagement, je suis pas là. Je suis bien éduqué. En vrai, j'ai vraiment envie de savoir, ça fait depuis le début, je dis à la 2. Alors il paraît
En fait, Julien m'a demandé que tu présentes tes excuses à la planète entière parce qu'il voudrait que tu avoues enfin que quand vous étiez jeune, c'est toi qui as cassé la porte-fenêtre du garage et pas lui. Et il a dit, je sais pas si c'est vrai, je te laisse infirmer ou infirmer, qu'il avait pris pour toi. Alors, il a osé te mentir droit dans les yeux. Alors, il l'a fait au téléphone, donc c'était pas droit dans les yeux. Mais voilà. en tout cas, c'est une affirmation de Julien Dessart. Je me souviens pas très bien, je l'avoue. Ouh, ça commence Déjà, mal. ça commence mal, ça commence mal. Ça fait mal parti. Je pense que c'est lui. C'est... Moi, franchement, la porte-fenêtre, je sais pas. Le seul truc dont je suis sûr, c'est que le Velux des parents, c'est lui. Ouf. Voilà. Est-ce qu'il va être satisfait de cette réponse? Finalement, on devrait inviter votre père, en fait, pour qu'il dise toutes les vérités. Ils étaient pas à la maison, donc justement, ça s'est fait quand ils étaient pas là. Et leur Velux est resté cassé longtemps avant qu'ils se rendent compte. Et puis un jour, ils sont venus près de nous et ils ont dit « Mais c'est vous qui avez cassé le Velux ?» Non. Et quoi, c'est souvent Julien qui prenait pour vous deux ou ça va? Bah, c'était Julien le coupable, donc à prendre pour moi. Hein. Et c'est le grand frère. De toute façon, il avait qu'à être là pour se défendre. Exactement. Les absents ont toujours tort. Exactement. On m'a dit de te dire cette phrase « Ah ouais, ok, on en est là », à quoi ça te fait penser? Ça, c'est Michael Marcous. Oui, ça. exactement. Et c'est quoi? Non, c'est juste que c'est une phrase qui répétait souvent au club et maintenant, toutes les 30 secondes, je pense au club, on entend cette phrase dans les couloirs, donc... c'est un peu un running gag. Ouais, quoi. c'est ça, mais ça veut pas dire grand-chose de base, mais finalement, tout le monde l'a adopté. Et c'est quoi l'histoire du brasero? Ah, le fameux brasero. Alors, je me suis marié en mars et j'ai eu la bonne idée, en tant que coéquipier modèle, d'inviter mes coéquipiers à la soirée du mariage. Et il y avait des braseros devant l'entrée du mariage. Et puis, tout se passe bien le jour même, on dort, etc. Le lendemain, on s'en va, on dormait sur place avec ma femme et quelques amis. On s'en va et puis la propriétaire nous envoie un message. Il manque un brasero. Est-ce que vous savez ce qu'il en est? C'était Julien, ça encore. C'était pas Julien. Il a bon dos, Julien. Donc moi, j'ai quelques amis dont je sais qu'ils sont capables de le faire. Donc j'envoie un message à eux. Ils me disent ouais non c'est pas nous. Je te jure c'est pas nous. Et donc le lundi, je retourne au club et là je dis bonjour à tout le monde. Et je sens qu'il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Et donc, on me dit, ouais, ça va la lumière et tout. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me raconte? Puis attends, on t'expliquera au petit-déj. Donc là, on arrive au petit-déj, tout le monde est là, et puis il dit, il manque pas un truc à ton mariage? Bah, si, il y a un propriétaire qui m'a appelé, il manque un brasero. Il était dans le coffre de Théo de Fourny, donc il se dit pas le premier, mais c'est le premier des chambreurs. Et ils m'ont raconté plusieurs fois l'histoire, mais en gros... Théo de Fourny a dit j'ai besoin d'un brasero et il y a un autre coéquipier qui l'a mis dans son coffre et qui l'a ramené chez lui. L'ambiance est bonne, hein? Ouais, l'ambiance est bonne. Du coup, je me suis arrangé et on a été le rendre à la propriétaire. Ouais. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alexis? Déjà de me rétablir le plus vite possible de cette blessure à la cuisse. Et puis, c'est prévu pour combien de temps là? C'est 3 mois, c'est ça? Là, c'est 3 mois de prévu, mais on touche du bois pour que ce soit plus court. Et les échos que j'ai pour le moment, c'est que ça évolue positivement. Donc, c'est quoi le protocole pour l'instant? Là, j'ai commencé cette semaine la réévaluation à Anvers. Beaucoup de kiné, d'exercices, renforcer les muscles autour du muscle touché. Et puis ce sera quand je peux reprendre la course et essayer de retrouver physiquement, d'être à 100%. Mais donc déjà ça, et puis après de jouer un maximum de matchs et prendre un maximum de points avec Molenbeek, se sauver le plus vite possible, et puis après voir où on en est, mais on n'a pas... Je pense qu'on ne doit pas regarder trop derrière nous non plus, donc... c'est prendre un maximum de points et espérer jouer le plus haut possible. Et rester ambitieux, en fait, tout simplement. Il faut être ambitieux. Voilà, c'est ça. Une saison, c'est long. Et donc, au plus on peut se fixer d'objectifs et au plus ils seront hauts, au plus ce sera positif d'être dans le club pour tout le monde. Je sais pas si t'as encore une question, Swan. Non, t'as trop bien fait ton travail. Je suis bien. Julien, plus poser de questions assassines. Non, mais après j'ai laissé mon téléphone là-bas. On avait vérifié. Non, mais c'était super intéressant, vraiment. Je sais pas si t'as envie d'ajouter un truc. Non, je pense qu'on a déjà... Je pense qu'on a fait un bon... pas mal parlé, c'est assez large.
C'était très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Avec d'avoir été plaisir. là, Alexis. Merci à vous pour sincèrement. l'invitation. Merci beaucoup, Swan. Avec plaisir. Et on se voit très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.